Je m'appelle Chloé, et jusqu'à l'année dernière, je pensais avoir une famille tout à fait normale. J'ai 32 ans et je travaille comme directrice des ventes chez North Star Construction. J'ai toujours été la responsable, celle qui suivait toutes les règles, obtenait de bonnes notes et décrochait un emploi stable. Ma sœur aînée, Mélissa, a 36 ans et est tout le contraire de moi. Elle s'est mariée juste après l'université avec son petit ami du lycée, Brad, et est devenue mère au foyer pour leurs 2 fils, Tyler et Noah, qui ont maintenant 12 et 10 ans. Je me souviens du jour où Mélissa m'a appelée, pleurant si fort que je pouvais à peine la comprendre. Brad avait fait ses valises et l'avait quittée pour sa collègue de travail, Jennifer. Comme ça, 15 ans de mariage envolé. Il a dit qu'il n'était pas heureux depuis des années, Chloé, sanglotait-elle au téléphone. Comment a-t-il pu nous faire ça, à moi et aux enfants? Ce soir-là, j'ai conduit jusqu'à chez elle et je l'ai trouvée assise sur le sol de la cuisine, entourée de mouchoirs en papier. Les enfants étaient enfermés dans leur chambre, confus et contrariés. Qu'est-ce que je vais faire? A demandé Mélissa, les yeux rouges et gonflés. Je n'ai pas travaillé depuis avant la naissance de Tyler. C'est Brad qui payait tout. On va trouver une solution, lui ai-je promis, même si je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait à ce moment-là. Il s'est avéré que Brad ne voulait rien arranger. Il a refusé de payer la pension alimentaire jusqu'à ce que Mélissa l'emmène au tribunal, et même alors, le montant suffisait à peine à couvrir les courses. La belle maison de banlieue dans laquelle ils avaient vécu? Brad l'a gardée, car elle lui appartenait avant le mariage. Je peux t'aider à trouver un appartement, lui ai-je proposé un après-midi alors que je l'aidais à vider la maison. Les enfants étaient chez nos parents, ce qui était une bonne chose car Mélissa s'effondrait toutes les quelques minutes. Comment suis-je censée payer un loyer? Je n'ai aucun revenu, Chloé. C'est là que j'ai fait l'offre qui allait tout changer. Je peux le couvrir jusqu'à ce que tu te remettes sur pied. Mes parents m'ont aussi soutenu. Papa, un comptable à la retraite, et maman, une ancienne institutrice, se sont immédiatement mis au travail. Ils allaient chercher les enfants à l'école, les aidaient avec leurs devoirs et s'assuraient qu'ils dînaient quand Mélissa a commencé à travailler à temps partiel dans une boutique locale. Pendant les premiers mois, les choses semblaient gérables. Je virais de l'argent à Mélissa pour le loyer et contribuais occasionnellement à d'autres dépenses. Je vivais seule dans un modeste appartement de 3 pièces, je conduisais une Honda Accord fiable et je gagnais un bon salaire chez North Star. Je pouvais aider ma sœur à traverser une mauvaise passe. Mais à mesure que les semaines devenaient des mois, quelque chose a changé. Au lieu de progresser vers l'indépendance, Mélissa semblait s'enfoncer davantage dans son rôle de victime. Brad a gâché ma vie, est devenu son mantra quotidien. J'avais tout prévu. J'allais être mère au foyer jusqu'à ce que les enfants aillent à l'université. Maintenant, regarde-moi. J'ai essayé d'être compréhensive. Peut-être que parler à quelqu'un t'aiderait? Je pourrais payer un thérapeute. Le regard qu'elle m'a lancé aurait pu glacer le feu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise comment me sentir, Chloé. J'ai besoin d'argent pour vivre. As-tu une idée à quel point c'est humiliant de travailler dans cette boutique? La gérante a 10 ans de moins que moi. Des conversations comme celle-ci sont devenues routinières. Si je mentionnais que j'étais occupée, elle appelait nos parents, qui écoutaient et validaient sa colère pendant des heures. Maman m'appelait ensuite, ta sœur traverse une période très difficile, ma chérie. Elle a besoin que nous soyons tous là pour elle. Au bout de 6 mois, la pression financière devenait palpable. Ce n'était plus seulement le loyer, c'était, les enfants ont besoin de nouveaux crampons de foot, et, le frigo fait des bruits bizarres, et, les notes de maths de Tyler baissent, il a besoin d'un tuteur. Chaque demande semblait raisonnable en soi. Comment pouvais-je dire non à mes neveux qui avaient besoin de fournitures scolaires ou de manteaux d'hiver? Mais un soir, assise à ma table de cuisine avec une feuille de calcul ouverte sur mon ordinateur portable, j'ai tout additionné. J'ai failli m'étouffer avec mon vin quand j'ai vu le total. Je dépensais près d'un tiers de mon revenu mensuel pour Mélissa et ses enfants. Le dimanche suivant, au dîner chez mes parents, j'ai décidé d'en parler. Nous étions tous là, maman et papa, Mélissa, les enfants et moi. Maman avait préparé son fameux ragoût, et tout le monde était de bonne humeur. Cela semblait être le moment parfait pour une conversation difficile. J'ai réfléchi,
ai-je dit prudemment après que nous ayons fini de manger. Cela fait presque 1 an depuis le divorce. Je suis heureuse d'aider avec le loyer, mais certaines des dépenses supplémentaires s'accumulent. Peut-être qu'il est temps de chercher un poste à plein temps. Le silence qui a suivi était assourdissant. Tu es en train de dire que tu en as marre de m'aider? La voix de Mélissa était dangereusement calme. As-tu la moindre idée de ce que je traverse? Les enfants sont à l'école toute la journée, ai-je souligné en faisant un geste vers mes neveux. Et maman et papa aident pour les récupérer. Il y a des emplois avec des horaires de bureau qui... Je n'arrive pas à y croire. Mélissa s'est levée si vite que sa chaise a basculé. Je suis encore en train de me remettre du fait que Brad a détruit notre famille, et maintenant tu m'attaques aussi. Je ne t'attaque pas, je suis juste en train de... Allez, les garçons, on s'en va. Elle a attrapé son sac et a fait signe à Tyler et Noah, qui se sont levés à contre-cœur en marmonnant un au revoir à nos parents. La porte d'entrée a claqué si fort que les photos de famille sur le mur ont tremblé. J'ai regardé mes parents, espérant au moins un peu de compréhension. Au lieu de cela, papa a froncé les sourcils profondément tandis que maman secouait la tête. « Comment peux-tu être si égoïste, Chloé ?» a demandé maman. « Ta sœur est une mère célibataire de 2 enfants, et tu es célibataire et sans enfants. Tu n'as pas besoin d'autant d'argent qu'elle. » Je les ai regardés avec incrédulité. Donc je devrais la financer indéfiniment? C'est ce que signifie être une bonne sœur. Ça signifie ne pas être avare quand ta famille a besoin de toi, a dit maman fermement. J'ai réalisé qu'il était inutile de discuter. C'étaient les personnes qui m'avaient appris que la famille passe avant tout, mais apparemment, cela ne s'appliquait que lorsque c'était moi qui donnais. Je devrais y aller, ai-je dit en me levant. Merci pour le dîner. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis sentie complètement seule pour la première fois de ma vie. Une semaine après ce dîner familial désastreux, mon téléphone a vibré avec un message de Mélissa: j'ai besoin de $500 pour des vêtements pour les enfants. Ils n'ont plus rien qui leur va et ils ont l'air terribles. S'il te plaît, envoie-le aujourd'hui. Pas de salutation, aucune reconnaissance de notre dispute, même pas un « s'il te plaît », jusqu'à ce qu'il soit ajouté après coup. J'ai fixé le message pendant un long moment, le doigt planant sur le clavier. Une partie de moi voulait refuser, fixer enfin une limite. Mais ensuite, j'ai pensé à Tyler et Noah. Ce n'était pas de leur faute si leur mère se comportait ainsi. J'ai soupiré lourdement et j'ai viré l'argent. La seule réponse de Mélissa a été un emoji pouce levé. Le travail est devenu mon refuge. Chez North Star Construction, j'étais respectée, mes opinions comptaient. Quand je concluais des contrats, les gens me félicitaient au lieu de demander plus. Je me suis investie dans un projet particulièrement difficile, décrocher un contrat pour un nouveau complexe de bureaux en centre-ville. Le client était notoirement difficile, mais j'ai passé des semaines à préparer la présentation parfaite. Tu as assuré, Chloé, a dit mon patron après que nous ayons signé le contrat. Cette commission va être substantielle. Quand la prime est arrivée sur mon compte, j'ai ressenti une vague d'excitation que je n'avais pas connue depuis des mois. Pour une fois, j'ai décidé de faire quelque chose pour moi-même au lieu de le garder pour la prochaine urgence de Mélissa. Je conduisais ma Honda Accord depuis 7 ans, et bien qu'elle soit fiable, j'avais toujours rêvé de quelque chose d'un peu mieux. Le samedi suivant, j'ai visité 3 concessionnaires et essayé une demi-douzaine de voitures. À la fin de la journée, j'étais l'heureuse propriétaire d'une Audi A4 argentée. Ce n'était pas la voiture la plus extravagante du lot, mais c'était certainement une amélioration par rapport à ma Honda. En la ramenant à la maison, je me sentais fière de moi. C'était le résultat de mon travail acharné, de mon dévouement. Puis j'ai pensé à Mélissa. Sa voiture était une Toyota de 15 ans avec plus de 200 000 miles. Elle s'en plaignait constamment, comment elle faisait des bruits bizarres, comment la climatisation fonctionnait à peine, à quel point les enfants avaient honte d'être vus dedans. Ma Honda, parfaitement bonne, serait une énorme amélioration pour elle. Le dîner de famille suivant est arrivé rapidement. J'ai délibérément conduit la Honda, prévoyant de surprendre Mélissa. Quand je suis arrivée chez mes parents, j'ai entendu sa voix avant même d'ouvrir la porte. Et puis Jenny a eu le culot de me demander de couvrir son service samedi. Je lui ai dit, j'ai des enfants, tu sais.
Je ne peux pas tout laisser tomber parce que tu veux aller à un concert. Et elle a dit que d'autres mères célibataires au travail s'en sortent très bien. Tu peux le croire? Mes parents hochaient la tête avec sympathie pendant que j'entrais. Maman a tapoté la main de Mélissa. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas à quel point c'est difficile pour toi, ma chérie. Je me suis mordu la langue et j'ai salué tout le monde. Pendant tout le dîner, Mélissa a dominé la conversation avec des plaintes sur son travail, ses collègues, bien sûr, Brad. J'ai attendu patiemment qu'il y ait une pause dans la conversation. Finalement, quand maman a servi le dessert, j'ai vu mon opportunité. J'ai sorti les clés de la Honda de ma poche et les ai fait glisser sur la table vers Mélissa. J'ai quelque chose pour toi, ai-je dit, me sentant vraiment excitée. J'ai acheté une nouvelle voiture hier, et je veux que tu aies ma Honda. Elle est en parfait état, à peu de kilomètres et serait parfaite pour emmener les enfants à l'école et à leurs activités. Au lieu du sourire que j'attendais, les yeux de Mélissa se sont rétrécis. Elle a ramassé les clés comme si elles étaient contaminées. Qu'est-ce que tu t'es acheté, a-t-elle demandé, mon excitation retombant. Une Audi, ai-je répondu. Rien d'extravagant, juste une A4. Le silence qui a suivi était insupportable. Mes parents ont échangé des regards avec Mélissa, une conversation complète se déroulant sans mots. Une Audi, a répété Mélissa, laissant tomber les clés sur la table avec un bruit sec. Pendant que j'ai à peine de quoi faire les courses, tu t'achètes des voitures de luxe? Ce n'est pas une voiture de luxe, me suis-je défendu, et je te donne ma Honda. Elle vaut au moins 10 000 $. Mélissa s'est levée brusquement, envoyant les clés au sol d'un coup de pied. Je ne veux pas de tes restes. Si tu avais une réelle préoccupation pour moi et les enfants, tu nous aurais donné la nouvelle voiture. J'étais abasourdie. Tu t'attends à ce que je te donne une Audi neuve? Pourquoi pas? Pourquoi en as-tu besoin? Pour impressionner des clients? Pour te sentir importante? Je me bats pour garder mes enfants habillés et nourris. J'ai regardé mes parents, les suppliant silencieusement d'intervenir, de souligner à quel point elle était déraisonnable. Au lieu de cela, papa s'est raclé la gorge et a dit, « Chloé, peut-être que tu aurais dû nous consulter avant de faire un achat aussi important. » Vous consulter, ai-je répété, n'en croyant pas mes oreilles. Maman a hoché la tête. Si tu as assez d'argent pour une nouvelle Audi, peut-être que cet argent aurait été mieux dépensé en aidant ta sœur à se remettre sur pied. Mais puisque tu t'es acheté une nouvelle voiture, donne-la à Mélissa. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai frappé la table avec ma main, faisant sursauter tout le monde. Les assiettes à dessert ont tremblé et le verre de lait de Tyler s'est renversé. C'est mon argent, ai-je dit, la voix tremblante de fureur. C'est moi qui ai travaillé pour l'avoir. Je ne suis pas obligée de t'entretenir indéfiniment, Mélissa. Je t'ai aidé parce que je t'aime, mais c'est ridicule. Si ma Honda n'est pas assez bien pour toi, alors tu n'auras rien. Je me suis levée, j'ai marché jusqu'à l'endroit où les clés étaient tombées et je les ai ramassées. Chloé, ne sois pas dramatique, a commencé maman, mais je l'ai interrompue. Non, j'en ai fini. Je ne paierai plus le loyer de l'appartement. Je ne t'enverrai plus d'argent pour des vêtements, des tuteurs ou toute autre chose que tu décideras dont tu as besoin. Débrouille-toi toute seule. En rentrant chez moi dans ma Honda fiable et payée qui n'était apparemment pas assez bien pour ma sœur, mon téléphone a explosé de messages et d'appels. Je les ai tous ignorés. Ce soir-là, j'ai mis ma vieille Honda en vente en ligne. 3 jours plus tard, j'ai accepté une offre légèrement inférieure à ce que j'espérais, mais je m'en fichais. Je voulais juste qu'elle parte. En remettant les clés au nouveau propriétaire, j'ai ressenti un étrange sentiment de soulagement mêlé de tristesse. J'avais conduit cette voiture pendant des années sans problème, mais à la fin, elle ne m'avait apporté que du chagrin. Une semaine a passé, puis une autre. J'ai conduit ma nouvelle Audi au travail, j'ai vaqué à mes occupations et j'ai essayé d'ignorer la culpabilité lancinante que les paroles de ma famille avaient plantée. Peut-être que j'étais égoïste. Peut-être que j'aurais dû donner à Mélissa la nouvelle voiture. Peut-être que je n'en faisais pas assez. Non. Je secouais la tête chaque fois que ces pensées s'insinuaient. J'en avais fait plus qu'assez. Puis le message que j'attendais est arrivé, le loyer est dû demain. S'il te plaît, vire l'argent.
Pas de salutation, aucune reconnaissance de notre dispute, juste une exigence. Pour la première fois, j'ai répondu par un simple « non ». La réponse a été immédiate. Mon téléphone a sonné, j'ai rejeté l'appel. Il a sonné de nouveau, je l'ai rejeté de nouveau. Puis le déluge de SMS est arrivé, qu'est-ce que tu veux dire par non? Vas-tu vraiment nous laisser, moi et les enfants, sans abri? Je n'arrive pas à croire que tu nous fasses ça. Maman et papa sont furieux contre toi. J'ai éteint mon téléphone et je me suis couché tôt. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 27 appels manqués et plus de 50 SMS de Mélissa et de mes parents. Je les ai tous supprimés sans les lire et je me suis préparée pour le travail. C'était la première fois de ma vie d'adulte que je tenais tête à ma famille, et malgré l'anxiété qui me tordait l'estomac, je me sentais aussi étrangement libérée. Ce soir-là, les coups à la porte de mon appartement ont commencé vers 19h. Je savais exactement qui c'était. Une partie de moi voulait faire comme si je n'étais pas à la maison, mais je savais que cette confrontation était inévitable. Autant en finir. J'ai ouvert la porte pour trouver Mélissa, maman et papa debout là, tous avec des expressions identiques d'indignation vertueuse. Ils sont entrés, aucun d'entre eux n'acceptant mon offre de s'asseoir. Maman a parlé la première. Chloé, ça a été trop loin. Ta sœur doit payer son loyer demain, ou elle sera expulsée. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu en croisant les bras. Ce n'est pas ton problème? La voix de Mélissa est montée d'un ton aigu. Tu as promis de m'aider. Tu as dit que tu paierais mon loyer. Je paie ton loyer depuis presque un an, ai-je souligné. En plus des vêtements pour les enfants, du tutorat, des appareils électroménagers et de tout ce que tu as demandé. J'ai dépensé des milliers de dollars pour t'aider. Et alors? Tu as l'argent, a crié Mélissa. Tu t'es acheté une nouvelle voiture la semaine dernière. Avec mon argent, que j'ai gagné. Et quand j'ai essayé de te donner ma Honda, qui était en parfait état, tu me l'as jetée à la figure, tu as littéralement jeté les clés par terre, parce que tu te vantais de ta nouvelle voiture alors que je me bats. J'ai pris une profonde inspiration. Mélissa, tu ne te bats pas à cause de moi. Tu te bats parce que tu refuses de trouver un travail à plein temps, parce que tu dépenses toute ton énergie à te plaindre de Brad au lieu d'aller de l'avant, et parce que tu t'attends à ce que tout le monde résolve tes problèmes pour toi. Nous sommes une famille, a dit maman, comme si cela expliquait tout. La famille s'entraide. J'ai aidé. Pendant un an. Mais ce n'est jamais assez, n'est-ce pas? Peu importe ce que je donne, vous agissez tous comme si j'étais un monstre égoïste d'avoir quelque chose pour moi. Parce que tu es célibataire et sans enfant, a lancé Mélissa. Pourquoi as-tu besoin de l'argent? Je l'ai regardé avec incrédulité. Pour vivre ma vie. Pour économiser pour mon avenir. Pour profiter des fruits de mon travail. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre? Parce que tu es égoïste, criait presque Mélissa maintenant. J'ai plus besoin de cet argent que toi. Alors gagne-le, ai-je dit doucement. Comme je l'ai fait. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis maman a rompu le silence. Si tu n'aides pas ta sœur, Chloé, tu n'es pas la fille que nous avons élevée. Nous t'avons élevée pour te soucier de la famille. Non, vous m'avez élevée pour être le distributeur de billets de Mélissa, ai-je rétorqué. Et j'en ai fini avec ça. Très bien, a craché Mélissa. Garde ton précieux argent. Mais ne t'attends plus à faire partie de cette famille. Si faire partie de cette famille signifie être exploitée et considérée comme acquise, peut-être que c'est pour le mieux, ai-je répondu, surprise de mon propre calme. Tu le regretteras, a sifflé Mélissa alors qu'il se dirigeait vers la porte. Quand tu seras vieille et seule avec rien d'autre que ton argent, tu regretteras de l'avoir choisi au détriment de ta famille. Je ne choisis pas l'argent au détriment de la famille, ai-je dit. Je choisis le respect de moi-même. La porte a claqué derrière eux, et je me suis effondrée sur mon canapé, épuisée mais étrangement en paix. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti que je pouvais respirer librement. La culpabilité était toujours là, mais elle était éclipsée par le soulagement d'avoir enfin posé des limites. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris par des amis communs et des parents que Mélissa avait été forcée de quitter son appartement.
Elle et les enfants avaient emménagé chez nos parents, ce qui semblait être l'arrangement qui aurait dû se produire depuis le début. Elle travaillait toujours à temps partiel à la boutique, et nos parents la soutenaient effectivement, tout comme ils s'attendaient à ce que je le fasse. Selon ma cousine Rachel, il disait à qui voulait l'entendre quelle personne terrible j'étais, comment j'avais abandonné ma sœur dans son moment de besoin, comment je me souciais plus des voitures de luxe que de la famille, comment j'avais toujours été l'égoïste. Un mois après notre confrontation, Rachel m'a invité à prendre un café. Je voulais savoir comment tu allais, a-t-elle dit. Tes parents disent des choses assez dures, et je voulais entendre ta version. Je lui ai tout raconté, l'année à payer le loyer de Mélissa, les demandes constantes de plus d'argent, l'incident de la voiture, tout. Rachel a hoché la tête pensivement. Tu sais, j'ai toujours pensé que tante Karen et oncle Jim gâtaient trop Mélissa. Eh bien, pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Tu ne peux pas t'immoler par le feu pour tenir quelqu'un d'autre au chaud. Cette phrase m'est restée. Elle décrivait parfaitement ce que j'avais fait, brûler mes ressources, mes limites, mon respect de moi-même, tout pour maintenir Mélissa à l'aise dans son rôle de victime. Merci, Rachel, ai-je dit. Ça compte beaucoup. En rentrant chez moi dans mon Audi, que j'appréciais maintenant sans culpabilité, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'étais pas seule après tout. Mes parents et ma sœur m'avaient peut-être tourné le dos, mais j'avais encore des gens de mon côté. Et plus important encore, j'avais finalement choisi d'être de mon propre côté. 6 mois ont passé. L'été a fait place à l'automne, et l'automne a cédé la place à l'hiver. Les fêtes approchaient, et avec elles, la question de savoir quoi faire des réunions de famille. Serais-je invitée? Voudrais-je y aller si je l'étais? Je n'avais pas parlé à mes parents ni à Mélissa depuis cette nuit dans mon appartement, bien que ce ne soit pas faute de tentatives de leur part. Environ 2 mois après notre confrontation, le ton des messages a commencé à changer. Ce n'étaient plus des exigences colériques, mais des chantages affectifs. Sa tante manque aux enfants, a écrit maman un jour. Tyler a demandé de tes nouvelles au petit déjeuner, a écrit Mélissa une autre fois. Je n'ai pas répondu. Je savais ce qu'il faisait, utiliser les enfants comme levier émotionnel. Ça me faisait mal de penser à mes neveux, de me demander ce qu'on leur avait dit sur la raison pour laquelle tante Chloé n'était plus là. Mais je ne pouvais pas céder. Si je montrais la moindre faiblesse, la moindre volonté de compromis, je reviendrais là où j'avais commencé. Le travail a continué d'être mon salut. Je me suis investie dans des projets, j'ai décroché de nouveaux clients et j'ai reçu une autre promotion. Mon compte en banque était plus sain qu'il ne l'avait jamais été, maintenant que je ne subvenais plus aux besoins de 2 foyers supplémentaires. J'ai commencé à mieux prendre soin de moi, aussi. Je me suis inscrite à un cours de yoga, j'ai renoué avec de vieux amis que j'avais négligés pendant la crise de Mélissa, et je suis même sortie à quelques rendez-vous, bien que rien de sérieux ne se soit développé. Pour la première fois depuis des années, je me mettais en premier, sans culpabilité. Début décembre, je suis tombée sur mon neveu Tyler au centre commercial. Il était avec un ami, aucune trace de Mélissa ou de qui que ce soit d'autre à proximité. Quand il m'a vu, ses yeux se sont agrandis et il a hésité avant de s'approcher. « Tante Chloé », a-t-il dit prudemment, comme s'il n'était pas sûr que je le reconnaîtrais. « Tyler », lui ai-je fait un grand sourire. « Comment vas-tu, mon grand ?»« Je vais bien », a-t-il dit en traînant les pieds. On habite chez mamie et papy maintenant. Maman se plaint beaucoup. Noah et moi partageons la chambre d'amis. J'ai hoché la tête, ne voulant rien dire de négatif sur sa mère. Et l'école, ça va? Bien. Je suis entrée dans l'équipe de basket. Un petit sourire a traversé son visage. Le coach dit que je pourrais être titulaire au prochain match. C'est fantastique. J'adorerais venir te voir un de ces jours, si ça ne te dérange pas, son visage s'est illuminé. Vraiment? Ce serait génial. Notre prochain match est jeudi à 16h30. J'ai pris une note mentale. J'essaierai d'être là. J'ai tenu cette promesse. Je me suis assise au fond des gradins, regardant Tyler jouer. Il était bon, grand et rapide, avec une habileté athlétique naturelle. Quand il a marqué son premier panier, j'ai applaudi bruyamment, et sa tête s'est tournée dans ma direction.
Le sourire qu'il m'a adressé valait bien toute l'éventuelle gêne avec Melissa. Après le match, j'ai attendu dehors, ne sachant pas si je devais m'approcher. Tyler a pris la décision pour moi, trottinant avec son sac de sport. « Tu es venu » a-t-il dit, l'air vraiment surpris. J'avais dit que je le ferais. J'ai fait un geste vers le parking. « Ta mère est là ?» Il a secoué la tête. « C'est mamie qui m'a emmené. Elle attend dans la voiture. » J'ai suivi Tyler jusqu'à une berline familiale, où ma mère était assise au volant. Quand elle m'a vu approcher avec Tyler, son expression était indéchiffrable. « Salut, maman », ai-je dit simplement quand Tyler a ouvert la portière passager. Elle m'a regardé pendant un long moment. « Chloé, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je suis tombée sur Tyler au centre commercial. Il m'a invité à son match. Le regard de maman s'est légèrement adouci. Il devient plutôt bon, n'est-ce pas? Il est incroyable, ai-je convenu. Un silence gêné s'est installé. Tyler nous regardait, attendant clairement une sorte de réconciliation. Tu voudrais prendre un café un de ces jours, ai-je finalement demandé. Juste nous deux. Elle a hésité, puis a hoché la tête. J'aimerais bien. Nous avons convenu de nous rencontrer la semaine suivante. En les voyant s'éloigner, j'ai senti une lueur d'espoir. Peut-être que tous les ponts n'étaient pas définitivement brûlés. Le café avec maman a été tendu au début. Nous avons tourné autour du pot, parlant du temps, de son jardin, de mon travail. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai abordé le sujet qui fâche. Vous me manquez, toi et papa, ai-je dit. Et les enfants. Mais je ne peux pas revenir à la situation d'avant. Maman a fixé sa tasse de café. Melissa a toujours du mal. Je le sais, et j'en suis désolée. Mais je ne peux plus être son filet de sécurité. Elle dit que tu l'as abandonnée. J'ai secoué la tête. Je l'ai aidée pendant presque 1 an. J'ai payé son loyer, acheté des vêtements pour les enfants, payé des tuteurs. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais elle ne s'améliorait pas, maman. Elle devenait plus dépendante. Maman est restée silencieuse un moment. Ton père et moi avons peut-être encouragé ça, a-t-elle admis, me surprenant. Nous l'avons toujours couvée. Même enfant, elle était là fragile, et tu étais là forte. C'était la première reconnaissance de la part de mes parents que Melissa avait été traitée différemment. Être là forte ne signifie pas que je dois porter tout le monde. Non, a convenu maman, ça ne le signifie pas. Et peut-être que nous en attendions trop de toi. Ce n'était pas une excuse complète, mais c'était un début. Nous avons convenu de dîner, juste nous 4, moi, maman, papa et Melissa, pour essayer de dissiper les tensions. J'étais nerveuse mais pleine d'espoir. Ce dîner n'a jamais eu lieu. La veille de notre réconciliation prévue, Melissa a dit à maman qu'elle quitterait la maison pour le dîner si j'étais là. Elle était toujours furieuse que je l'aie abandonnée, elle et les enfants, et n'était pas prête à me pardonner. Au lieu de cela, j'ai dîné seule avec mes parents. C'était tendu et parfois maladroit, mais nous avons réussi à parvenir à une entente fragile. Ils ont accepté d'arrêter de me faire pression pour soutenir financièrement Melissa, et j'ai accepté d'être plus présente lors des réunions de famille lorsque c'était possible. Elle finira par entendre raison, a dit papa en partant. Elle a juste besoin de plus de temps. Peut-être qu'elle le ferait, peut-être pas. J'ai réalisé que c'était bien dans les 2 cas. Le poids de la culpabilité que j'avais porté pendant des mois s'était levé. Je n'avais rien fait de mal en posant des limites, en refusant d'être exploitée. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à tout ce qui avait changé en 1 an. J'avais perdu le soutien indéfectible de ma famille, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, le respect de moi-même. J'avais appris qu'aider les autres ne devait pas se faire au détriment de mon propre bien-être, que l'amour ne devait pas être conditionné par un soutien financier, et qu'il est possible de se soucier profondément de quelqu'un tout en disant « non » à ses exigences.